Soyez les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui un ancien ministre, Patrick Kanner, qui est président du groupe socialiste au Sénat. Monsieur Kanner, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît comme ancien ministre de la Ville et des Sports. Vous avez porté haut d'ailleurs et avec succès la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors vous êtes fils de juifs polonais ouvriers dans le Nord qui sont arrivés et on a tout de suite remarqué que vous aviez une belle voix de ténor. Vous avez été tenté par le conservatoire et l'opéra. Puis finalement, vous avez choisi d'être un ténor de la politique. C'est tout à fait autre chose. Et on dit que votre voix porte loin et qu'il est même souvent difficile de vous arrêter lorsque vous prenez la parole dans l'hémicycle du Sénat. Alors, vous êtes socialiste, vous avez présidé le Conseil général du Nord, vous avez, comme je l'ai dit, été ministre, maintenant vous êtes sénateur, président du groupe socialiste. Il y a une chose sur laquelle on vous interrogera tout à l'heure, c'est sur votre foi. Vous êtes juif, vous en parlez assez peu de la religion et votre foi, mais j'ai retrouvé sur votre site une très intéressante conférence que vous avez prononcée sur judéité et engagement, dans laquelle vous disiez qu'un juif engagé devait porter la lumière. C'est très intéressant et c'était d'ailleurs une très, très, très belle conférence. Alors on va commencer par la politique. Vous allez être interrogé par 3 journalistes. D'abord Romain Masneau qui vous parlera de l'actualité politique. Ensuite Alain Baron où on parlera justement un peu de la foi et puis de cet essai que vous avez avec les sénateurs socialistes essayé d'introduire, qui était une commission d'enquête parlementaire sur la pédophilie, qui visait essentiellement l'Église. Et enfin, avec Corinne Laurent de La Croix, nous parlerons plus de la gauche, de l'état de la gauche, etc. Je donne la parole là, tout de suite à Romain Masneau. Mais alors, tout de même, une question. Jacques Attali, qui est socialiste comme vous, a dit récemment qu'il aimerait bien, et il faut pour la France, que Macron réussisse. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit ? Bien sûr, mais la responsabilité aujourd'hui du président de la République, les décisions qu'il prend aujourd'hui ne vont pas dans le sens de la réussite de la France. Vous savez, moi je suis légitimiste. J'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle face au péril de l'extrême droite dans notre pays, et péril qui est encore bien présent, peut-être même plus présent encore aujourd'hui qu'hier. Et donc, quand on vote pour quelqu'un, on espère que finalement le projet politique qu'il a présenté aux Français se réalise totalement. Je vous rappelle ce projet politique qui repose sur un triptyque: libérer, protéger, unir. Libérer, ça a été fait. Tout à l'heure, je présentais un budget plus juste pour les Français avec ma collègue Valérie Rabault de l'Assemblée nationale. On a libéré une partie de la France, notamment de la France la plus aisée. Aujourd'hui, sachez que 1% des Français les plus fortunés ont, l'année dernière, récupéré 6% de pouvoir d'achat en plus. 6% pour les plus fortunés de nos concitoyens. Je suis très heureux pour eux. Je suis beaucoup moins heureux pour tous les autres, et notamment les retraités. On y reviendra éventuellement tout à l'heure. Donc, réussir pour notre pays, ce n'est pas sacrifier les grands équilibres sociaux qui sont notre histoire. Et aujourd'hui, je pense que M. Macron ne réussit pas, et d'ailleurs les Français lui disent régulièrement au travers des sondages. Une question de Romain Masneau de RCF. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Alors avec ce remaniement, on a beaucoup parlé d'un gouvernement savamment dosé entre la gauche, la droite, le centre, la société civile. Vous, comment vous qualifieriez ce nouveau gouvernement ? Est-ce qu'il porte encore la marque du en même temps et de gauche et de droite macronien ? Être en même temps et tout à la fois, c'est difficile. Et j'ai l'impression qu'on voit les limites de l'exercice. Moi, je crois toujours, je suis sûrement du vieux monde, je crois toujours à ce clivage droite-gauche. Pourquoi ? Parce que dans ce clivage droite-gauche, il y a l'essence d'une alternance potentielle dans un pays.
quand il n'y a plus de clivage droite-gauche, tout repose sur, entre guillemets, un personnage providentiel, ce qu'a voulu être Emmanuel Macron. Dans son parcours politique, qui est tout à fait extraordinaire au sens littéral du terme, il est vrai qu'il a montré que, alors qu'il n'a jamais été élu de la République, première élection, il devient président de la République. C'est quand même extraordinaire. On n'a jamais vu, et je pense qu'on ne le verra jamais plus. Donc, on peut se considérer un peu comme providentiel. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, en voulant éviter, en tout cas éradiquer le clivage droite-gauche, au moins dans les principes, on aboutit finalement à un grand désordre dans notre vie publique. Et moi, je le dénonce, parce que, et ce nouveau gouvernement le démontre très facilement, quand on est obligé d'aller débaucher, en tout cas essayer de débaucher, à droite et à gauche. À gauche, le cas le plus typique a été Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a été approché, et lourdement approché, je ne rentre pas dans les détails, par M. Macron, ses équipes, pour qu'il rentre au gouvernement. Il a dit non, au bout du bout. J'en suis heureux, parce que je sais que c'est un socialiste qui ne se serait pas retrouvé dans les options politiques et économiques du gouvernement actuel. Mais quand on est obligé de débaucher, ça veut dire qu'on n'a pas les ressources humaines pour former réellement sa vie politique et son engagement politique. Monsieur Kanner, ce clivage droite-gauche, il avait vécu tout de même. Il reposait sur plus rien à la fin. Mais pourquoi vous dites cela ? Parce que c'était la réalité, on a bien vu. Je crois que, je ne dirais pas ce que pense la droite, mais la gauche, c'est l'égalité sociale, c'est la lutte contre les injustices, c'est l'écologie, c'est le respect de la décentralisation. Ce sont des valeurs qui nous engagent, qui sont parfois partagées d'ailleurs par la droite. Dire tout est en même temps et tout à la fois, ça ne marche pas. Mais si les Français, ça repose sur un homme. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est que ça repose sur un homme, ou une femme, ce n'est pas un problème de sexe, mais sur cet être providentiel. Oui, allez-y, monsieur. Non, je voulais savoir si Emmanuel Macron a expliqué qu'il n'y avait ni changement de cap, ni tournant avec ce remaniement. Est-ce que le cap a été suffisamment clairement défini au début du quinquennat ? Vous parliez tout à l'heure de libérer, protéger, unir. Est-ce que dire transformer l'économie, lutter contre le populisme en Europe, ça suffit à définir une ligne politique ? Libérer l'économie, pour reprendre votre première expression, mais au profit de qui ? Si c'est pour que le ruissellement soit réel, rappelez-vous cette notion de ruissellement. Le ruissellement, c'est-à-dire que l'économie sera libérée et naturellement, comme le disait Adam Smith, grand philosophe économiste du XVIIIe, la richesse va se répartir de manière égalitaire et tout le monde y trouvera son compte. Je n'y crois pas un seul instant. On a libéré, on a supprimé l'ISF, on a créé une flat tax sur les revenus du capital, c'est-à-dire qu'on a limité l'imposition des revenus du capital. C'est quand même près de 6 milliards d'euros qui ont été donnés aux plus aisés de nos concitoyens. Encore une fois, tant mieux pour eux. La seule question, c'est est-ce que tout ceci a permis aux autres de bénéficier de la manne ? Pour reprendre une expression, effectivement, du Premier Testament. Non. Non, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est passé du temps de l'illusion au temps des soustractions, pour beaucoup de personnes, notamment des retraités. On est passé du temps du ruissellement au temps du goutte à goutte, pour beaucoup de nos concitoyens. Et tout cela cumulé crée un mécontentement. Et moi, ce qui m'inquiète, finalement, c'est que les gens disent « mais on a tenté la droite, on a tenté la gauche, on a tenté Macron, l'homme providentiel, ni droite ni gauche. Rien ne marche. » Eh bien, on va aller voir ailleurs. Et le modèle italien, aujourd'hui, nous menace, c'est-à-dire le modèle des populismes. Donc, j'entends parfois mes collègues de République En Marche me dire « mais oui, mais à force de nous critiquer, vous préparez l'arrivée des populistes au gouvernement. » Ils le disent, j'en suis convaincu, sincèrement. Mais ce qui m'inquiète, au bout du bout, c'est que c'est la politique menée qui crée du désespoir. Et aujourd'hui, quand des retraités sont obligés de défiler pour défendre leur pouvoir d'achat, c'est que quelque part, le système ne marche pas. Alors justement, la réforme des retraites se précise avec, c'est l'idée, un régime universel qui remplacerait à terme les 42 régimes existants, avec les mêmes règles de calcul pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Est-ce que vous saluez quand même un effort de simplification assez radical ? L'effort de simplification, je le salue.
après, la question, c'est quelles conséquences réelles. Si c'est pour aboutir à constater qu'il faut passer à 63 ans, 34 ans de cotisation, alors là, on ne sera plus tout à fait d'accord. Le système actuel est imparfait. Et il y a eu des réformes successives à droite et à gauche. Donc je ne suis pas contre la réforme par principe, et heureusement, en tant qu'homme de gauche. Par contre, ce que je veux, c'est vérifier, et pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments, que cette unification du mode de cotisation aboutisse réellement à ne pas remettre en cause le pouvoir d'achat des retraités. Vous savez, je le dis ici, je regarde la réalité des choses. Aujourd'hui, les retraités sont les premières victimes de la libéralisation de l'économie. Quand pour la première fois depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, on n'indexe pas les retraites sur le niveau de l'inflation, puisqu'on a une indexation qui est prévue à hauteur de 0,3, 0,4, et qu'on a ou 0,7, pardon, excusez-moi, et une inflation qui est à 2, c'est 1,3% de pouvoir d'achat qui va disparaître en fumée. Pour les petits, on avait fait le calcul, notamment dans ce document, pour les petits retraités, les retraités aux revenus modestes, c'est quasiment une demi-retraite qui va partir en fumée, une demi-retraite mensuelle, naturellement. Alors la gauche critique effectivement un budget 2019 injuste. Quelles seraient vos propositions en termes budgétaires ? Alors, donc, voilà, je montre à nos amis qui nous regardent ce document qui n'est pas un contre-budget. Je veux dire, on n'a pas les moyens techniques pour aboutir ligne par ligne à un contre-budget qui serait détaillé, mais quelques grandes idées. Remettre en cause la suppression de l'ISF. Par exemple, retrouver donc des marges de manœuvre, redéployer cet argent vers d'autres priorités. Par exemple, maintenir la CSG, l'augmentation de la CSG sur les retraites, mais uniquement aux retraites de plus de 3 000 euros. Et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, à 1 200 euros. Donc, vraiment, ne demander un effort de solidarité, et ça peut se comprendre, qu'à ceux qui peuvent vraiment se le permettre, ou en tout cas le supporter. C'est aussi, toujours pour les personnes âgées, avoir un plan de rénovation des EHPAD ou de création de places dans les EHPAD. C'est aussi des actions pour le financement de mesures en direction des jeunes. Je ne rentre pas dans le détail. L'idée, c'est de mieux répartir le budget en gardant les perspectives d'équilibre budgétaire. Pour être clair, à la différence, par exemple, de nos collègues et concurrents, les Insoumis, qui ont présenté aussi leur contre-budget en disant « mais on fait péter, permettez-moi l'expression un peu grossière, les critères de Maastricht ». Non, nous gardons une ligne budgétaire qui respecte les critères de Maastricht, et donc les fameux 3% de déficit du budget. Donc c'est un budget crédible, un contre-budget ou un autre budget crédible pour les Français. Ça vous montre que nous voulons rester cette gauche de gouvernement. Et je revendique cela. Je revendique cette place particulière entre le libéralisme macroniste, au centre droit, je dirais, de l'échelle politique française, et les insoumis. Mais c'est ce qu'a fait François Hollande, et il a échoué. Je ne dirais pas Il n'a pas été en mesure de se représenter. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République. Oui, ça, je vous le concède. On pourrait beaucoup gloser sur le pourquoi de cette décision. Moi, je la regrette, je le dis très, très simplement, parce que je pense que François Hollande, aujourd'hui, s'il avait été candidat, peut-être qu'il serait encore président de la République. Mais je n'ai pas de boule de cristal, naturellement. Ce que je veux dire, c'est que, en quoi ce quinquennat aurait-il été un échec ? Est-ce que les comptes de la nation ont été rétablis ? Nous étions à 5,2% de déficit en 2012 et fin 2017, nous sommes à 2,7%. Les comptes de la nation ont été rétablis. Est-ce qu'on a affaibli le système social français ? Est-ce qu'on l'a modifié, comme dans d'autres pays européens, et affaibli, amoindri notre protection sociale ? La réponse est non. On a même créé de nouveaux dispositifs. Je pense à la garantie jeune, j'ai été ministre de la Jeunesse, pour les jeunes les plus en difficulté, ou la prime d'activité pour les salariés modestes. Est-ce qu'il y a eu des réformes sociétales, parfois contestées ? Je pense au mariage pour tous. Donc, en quoi ce quinquennat a-t-il été un échec ? Vous me le direz peut-être, et un quinquennat qui a été marqué par une terrible épreuve, celle des attentats, janvier 2015, novembre 2015, juillet 2016, et le pays a tenu. Eh bien, moi je le dis, François Hollande
qui peut-être a fait l'objet de malentendus, d'incompréhension ou de maladresse de sa part, François Hollande a été pour moi un président de la République qui a tenu la France. Autre sujet, seriez-vous prêt à voter la réforme constitutionnelle avec notamment la réduction du nombre de parlementaires et puis l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives? Dose de proportionnelle, oui. Ça a toujours été le combat des socialistes. Bon, 15%, ça me paraît quand même assez peu. Que vous n'avez pas fait. Qu'on n'a pas fait. Vous savez, je dis les choses clairement. On ne l'a pas fait. Il n'y a eu aucune réforme constitutionnelle sous l'époque de François Hollande. Peut-être qu'il se réservait cela pour le deuxième quinquennat. Ça n'a pas été le cas. La baisse du nombre de parlementaires, c'est non. C'est non. C'est démagogique pour vous? En quoi baisser le nombre de parlementaires de 30% améliorerait le fonctionnement de la démocratie? D'abord pour faire des économies, monsieur. Alors, allons-y. Économie. Cher monsieur Gerbeau, combien je vous coûte, moi, sénateur Patrick Caner, par an? Beaucoup trop cher. Là, je vous prends au mot, c'est vous qui me tendez la perche. Le calcul a été fait, il est simple. Le Sénat coûte à la nation, entre guillemets, mais c'est le prix de la démocratie, 350 millions d'euros par an. Ça veut dire 5 euros par Français et par an. 5 euros par Français par an. Un demi-paquet de cigarettes. Un député, c'est un peu plus cher, parce qu'ils sont plus nombreux. 8 euros par an. Donc, si l'argument, c'est faire des économies, c'est faux. Le vrai argument, finalement, c'est la place du Parlement. Est-ce qu'en diminuant le nombre de parlementaires, on va permettre que le Parlement ait une place plus importante face à un pouvoir exécutif extrêmement centralisé, très fort, qui ne connaît pas bien les territoires, on y reviendra? Eh bien, moi, je suis contre cela. Personne ne m'a démontré à ce stade, mais peut-être vous aujourd'hui, que baisser le nombre d'élus, ça améliore la démocratie. Allez, une dernière question politique de Romain Masneau de RCF. Romain. Toujours sur le régime, est-ce que finalement, avec le quinquennat, on n'est pas allé trop loin dans la présidentialisation et on arrive aujourd'hui au paroxysme avec le fameux Jupiter et... Tout dépend de celui qui occupe l'espace présidentiel. Et avec en même temps l'impression que, après l'impopularité de Nicolas Sarkozy, puis celle de François Hollande, l'impression que cette Ve République dévore ses présidents de plus en plus vite. Il y a effectivement un bashing immédiat. Et je suis constitutionnaliste de formation. Et je vous donne acte de cette interrogation. Le quinquennat, et surtout l'élection législative juste après le quinquennat, faisant de cette élection une élection supplétive du quinquennat, les Français donnant naturellement une majorité à leur nouveau président de la République. Cette inversion du calendrier qui a été voulue par Lionel Jospin d'ailleurs, et je le regrette, ne fait que conforter la présidentialisation du régime en affaiblissant la place du Parlement. Et je suis en train de réfléchir, mais je n'engage que moi, c'est ni le Parti socialiste, ni mon groupe en tant que tel, mais est-ce que 5 ans, c'est la bonne formule? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer un septennat unique, par exemple, avec un régime présidentiel modèle américain, mais avec un Parlement plus fort, donc plus de dissolution possible? Toutes ces réflexions sont à mener. Et la réforme constitutionnelle telle qu'elle est envisagée, avec ce totem de la baisse du nombre de parlementaires par le président de la République, ne répond pas à cela. Je ne veux pas changer de République. Je ne veux pas d'assemblée constituante pour une nouvelle République. Je dis simplement, est-ce qu'on peut faire objectivement un diagnostic du fonctionnement de la Ve aujourd'hui? Et ce que je regrette, à la différence de la réforme constitutionnelle portée par Nicolas Sarkozy, et je m'arrête là, je vous rassure, c'est que Nicolas Sarkozy, avec tous les défauts qu'on lui connaît, a quand même demandé à un comité des sages, comité Balladur, de préparer la réforme constitutionnelle de 2008, qui finalement est une bonne réforme. Je le dis, je n'étais pas parlementaire à l'époque, mais aujourd'hui je la voterai. Merci de ces propositions. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens avec Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat, et nous nous retrouverons dans un très très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité, un ancien ministre, Patrick Caner, qui est président du groupe socialiste au Sénat. Nous l'avons interrogé tout à l'heure sur l'actualité politique et on va parler maintenant des questions de société. Il est interrogé pour la deuxième partie par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Et Patrick Caner, on va parler d'abord, parce que vous êtes président du groupe socialiste au Sénat, et que ce
groupe socialiste, avait demandé une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Pourquoi? La première question. Ça vous a été refusé par le Sénat, mais pourquoi simplement viser l'Église? C'est pas ça qui a fait échouer le principe? Alors déjà, on ne vise pas l'Église. Quand on crée une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels au sein de l'Église de France, je ne sais pas qui on vise d'autres. On ne vise pas l'Église, on défend l'Église. Ça peut peut-être vous choquer. Non. Mais c'est de défendre l'Église, défendre la place de l'Église dans la construction de la nation. Et je le revendique, je ne suis pas chrétien, vous l'avez dit, mais l'Église fait partie de l'histoire de la nation française. Aujourd'hui, cette Église vit un drame au travers de milliers d'enfants qui ont été violentés. Moi, j'ai reçu les tenants de cette pétition qui a été lancée par Témoignages chrétiens, longuement, avec d'autres sénateurs socialistes. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que notre première intention était de demander, non pas au groupe socialiste, mais au Sénat, en tant qu'institution, de prendre en charge cette commission d'enquête, parce que nous estimions que ce n'était pas à un groupe de le faire, que le sujet était tellement grave, tellement sensible, que cela méritait une intervention de la Haute Assemblée qui avait montré toute sa force, d'ailleurs, dans la fameuse affaire dite Benalla, une commission d'enquête qui a été sereine, qui a été forte, qui a été utile et qui, je n'en doute pas, donnera des préconisations sur le fond du dossier. Mais vous ne répondez pas à ma question qui était pourquoi simplement l'Église? Parce qu'il est manifeste qu'au regard du nombre de cas potentiels et à une forme d'occultation, pour ne pas dire de dissimulation. Et je dis souvent dans ces cas-là que l'Église n'a pas pu, n'a pas su ou n'a pas voulu. Je ne hiérarchise pas les trois données. N'a pas pu, n'a pas su ou n'a pas voulu. L'idée n'est pas de mettre en péril la séparation de l'Église et de l'État et de dire à l'Église comment elle doit fonctionner. On n'est pas là pour rentrer dans les articles de foi ou dans les engagements philosophiques des uns et des autres. Mais est-ce qu'en tant qu'institution intégrée au fonctionnement de notre République, il y a eu à l'intérieur de l'Église des fonctionnements ou des dysfonctionnements qui ont fait qu'un service public, la justice de notre République, n'a pas pu intervenir sur des cas qui relevaient de sa compétence. Et c'est ça qui est en jeu. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de dire, voilà, le célibat, de parler du célibat, ce n'est pas notre sujet. C'est, est-ce qu'une institution, que ce soit l'Église ou d'autres, mais là, c'était l'Église qui était effectivement, non pas visée, mais concernée par notre démarche, et il y a bien d'autres institutions. La différence, M. Gerbaud, mais vraiment j'insiste là-dessus, c'est que moi qui étais ministre de la Jeunesse, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de la ville et des sports, il y a des cas de pédophilie, de pédocriminalité dans des clubs sportifs, dans des associations, des colonies de vacances. Mais en tant que ministre, moi j'avais la charge de la prévention, de la sanction, de la répression, même si le risque zéro n'existe jamais en la matière, comme dans bien d'autres sujets à caractère pénal. Mais à aucun moment l'idée de dissimuler, même si je sais qu'on me dit oui, mais dans l'éducation nationale, à une époque on l'avait fait. C'est vrai. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des dissimulations? Je sais que c'est un sujet très sensible, mais notre démarche n'était pas une démarche accusatoire, mais de construction de solutions pour l'avenir. Alain Baron, oui, Radio Notre-Dame. Monsieur Caner, vous pensez que la justice ne fait pas assez bien son travail ou pas suffisamment dans ces problèmes d'abus sexuels qui touchent l'Église, les organisations sportives, l'enseignement, l'éducation nationale? C'est la justice que vous, en quelque sorte, il faut que critiquez. La justice puisse passer, monsieur. Vous avez raison. Il faut qu'elle puisse passer. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, des fonctionnements ou des dysfonctionnements, organisés ou pas organisés, ont permis que des cas répréhensibles soient capables d'être ignorés, ou en tout cas qu'on organise cette ignorance de la part de la justice. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est que la justice doit passer, mais on voit bien que pour des raisons
de hiérarchie, de honte. Des personnes sont passées au travers des trous de la raquette de cette justice. Et je voudrais vous donner un témoignage. J'en ai bien d'autres, j'ai 3 pages de témoignages dans la pétition qui a été lancée, l'appel, il y a eu 30 000 signatures de témoignages chrétiens. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché et beaucoup ému. C'est dur, je tiens à le dire, pour celles et ceux qui nous regardent. Pourquoi j'ai signé cette pétition? Je ne vous donne pas le nom de la personne, naturellement. Pour celui qui a violé mon petit frère et s'est défroqué pour échapper à la justice et se trouve protégé parce que son frère est un haut gradé de l'armée, toute action qui peut amener l'autorité sous toutes ses formes à regarder les choses en face est salutaire. Quand vous lisez ça, et j'en ai encore une fois 3 pages et bien d'autres, nous avons tous manqué de respect pour ces personnes. Et moi, j'ai envie, bien sûr, de parler du passé. Et une commission d'enquête est là pour comprendre, même si elle ne se fera pas, vous l'avez évoqué, on pourra aussi dire pourquoi elle ne se fera pas, mais aussi de prévenir aujourd'hui et demain. Est-ce que, droit dans les yeux, monsieur, vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de cas de pédophilie dans l'Église? Non. Eh bien, moi, j'ai envie que tout soit mis en œuvre, y compris par l'Église. Et nos amis de témoignages chrétiens nous ont dit, mais aidez-nous. Nous voyons que de l'intérieur, nous n'y arrivons pas. Aidez-nous par une commission extérieure à faire la vérité, me rappelant, et c'est une phrase que je réutilise régulièrement, l'évangile de Saint Jean, la vérité vous rendra libre. Eh bien, cette phrase est exceptionnelle. Je le dis ici, moi qui ne suis pas chrétien, c'est une phrase exceptionnelle. Et c'est ça qui m'a motivé avec mes amis pour dire on a besoin de faire la vérité. En aucune manière de considérer une démarche, je dirais, je vais être un peu cru, de bouffe-curé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce que nous voulons, c'est que l'Église ne puisse plus être suspectée comme elle l'est aujourd'hui, et que des parents ne se disent pas, mais si je confie mon gamin à un club de scout, une organisation de scout, eh bien, il n'y a pas de danger. Oui, vous avez rappelé tout à l'heure le rôle historique de l'Église catholique dans l'histoire de France et dans la construction de notre pays. Le président Macron, il y a 2 jours, a parlé d'organiser les religions. Il a cité, sans donner de détails. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin d'organiser les religions, sachant que pour la religion juive, c'est fait, pour la religion catholique, c'est fait. On pense évidemment à l'islam. C'est l'islam de France, je dis bien l'islam de France, n'a pas d'organisation comme le consistoire ou comme l'épiscopat et le clergé. Et donc il n'y a pas une voix au nom de l'islam de France. Et quand vous regardez d'ailleurs les différentes sensibilités de l'islam, on n'est pas prêt à avoir une voix. Donc la question qui est posée à Emmanuel Macron, mais qu'il était de la même manière posée à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande, avec leurs différents ministres de l'Intérieur chargés des cultes, c'est de pouvoir éviter finalement les débordements que nous connaissons. Il n'est pas question, encore une fois, de remettre en cause la séparation de l'Église de l'État et ses conséquences sur le financement des cultes. Certains ont évoqué la notion de concordat, je n'y crois pas. Le concordat, c'est un bout de l'histoire française. Sur un territoire donné, vouloir l'étendre, je crois, n'aurait pas de sens. Moi, je me suis engagé en disant, mais peut-on imaginer l'équivalent d'un consistoire pour l'islam de France? Je dis bien l'équivalent, je ne dis pas un consistoire, l'équivalent. Ça ne peut pas se construire sans la confiance entre l'État et les sensibilités aujourd'hui de l'islam, qui est la 2e religion de France. Je souhaite que nous progressions. Mais je vous avoue quand même mon interrogation, pour ne pas dire mon impuissance, à trouver le système idéal. C'est dans cette construction progressive, il y a eu des tentatives, mais on voit bien que les forces extérieures à notre pays continuent malheureusement à peser, notamment en matière de financement. La formation des imams est un élément majeur. Comment permettre une formation d'État pour que justement l'islam de France reste un islam de France et non plus sous influence? Sujet extrêmement délicat, mené avec beaucoup de tact et beaucoup de respect, en acceptant que l'histoire de la construction de l'islam en France n'est pas celle des Juifs en France, et encore moins, bien sûr, celle des religions chrétiennes.
Ouais, tout récemment, le comité d'éthique a ouvert la porte à la PMA pour toutes les femmes. Quelle est votre réaction et quelle est votre position sur la GPA aussi? Ça ne vous surprendra pas, je suis favorable à la PMA. Je considère que c'est une liberté essentielle. Pour moi, c'est un droit à la vie de pouvoir donner vie à des enfants dans des conditions techniques qui sont différentes, bien sûr, de la procréation naturelle. C'est déjà pratiqué pour de nombreuses femmes qui, aujourd'hui, se retrouvent... Moi, j'ai une collaboratrice qui s'est retrouvée mère de 2 enfants comme cela et qui est une femme heureuse. Et s'il n'y avait pas eu PMA, elle n'aurait pas d'enfants. Très clairement, donc moi j'y suis favorable, je le revendique, et je suis totalement défavorable à la GPA. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de glissement entre la PMA et la GPA? C'est ce que disent les opposants, bien sûr. Tout dépend je dirais, du pouvoir politique en place et de la force de ce pouvoir politique. Je vais acheter le bouquin de M. Marc-Olivier Florogel qui a expliqué pourquoi il était favorable à la GPA, étant en couple homosexuel et en disant mais mes 2 filles sont mes 2 filles et je suis un père, nous sommes des pères aimants par rapport à nos enfants et je crois qu'il faut le respecter, mais au stade où je suis dans ma réflexion politique et dans ma réflexion philosophique, je ne suis pas favorable à ce que nous puissions considérer qu'il puisse y avoir des mères porteuses, puisqu'il faut appeler un chat, légalisées dans notre pays. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de majorité ni philosophique ni politique pour permettre la GPA en France. Et je suis plutôt satisfait de ce rapport de force. Par contre, je crois qu'il y a une majorité politique et philosophique pour que la PMA puisse se développer dans des conditions naturellement réglementaires et législatives tout à fait claires dans ce pays. Le comité d'éthique, en parlant de la fin de vie, a recommandé qu'on ne touche pas à la loi Claes-Leonetti. Vous pensez que c'est une position équilibrée ou... La loi Leonetti date de 2005, sauf erreur de ma part. Il y a eu une modification en 2016. Oui. C'est un sujet extrêmement fort. La vie, la mort, la liberté par rapport à sa fin de vie. Je n'aime pas naturellement le mot d'euthanasie, c'est un mot absolument horrible. Est-ce que nous pouvons progresser ? Je suis arrivé à un âge où on s'interroge sur sa fin de vie. J'allais dire comme ça très jeune, mais j'ai l'âge de mes artères, selon la formule consacrée. À titre personnel, et là aussi ça engage son tréfonds, j'aimerais, y compris par rapport à mes proches, si j'étais malade, si j'avais la conscience de cette maladie et de l'impossibilité de pouvoir durer longtemps, j'aimerais pouvoir choisir le moment où je dirais adieu à mes proches. Je vous le dis avec beaucoup de force et de sensibilité. D'autres pays l'ont pratiqué. J'ai eu l'occasion, malheureusement, puisque mes 2 parents sont partis dans une agonie terrible, je me suis dit à l'époque, mais est-ce que si on avait pu, sur le plan légal, est-ce qu'ils auraient choisi de dire, mais je veux arrêter. Je veux arrêter. Ma vie est derrière moi, mes enfants sont là, je veux pouvoir arrêter. Et ça, je vous demande de le comprendre. Donc, on a beaucoup progressé. Je sais parfaitement que mes amis chrétiens sont très réservés sur cette notion. Ce que j'aimerais, c'est que nous soyons dans une tolérance absolue sur cette question et que le choix soit possible. Donc, je crois que nous avons beaucoup progressé, encore une fois, mais que peut-être il y a encore une étape. En tout cas, c'est une étape que moi, à titre personnel, et je n'engage que Patrick Caner devant vos téléspectateurs aujourd'hui, j'aimerais pouvoir choisir, si cela est possible, le moment où je partirai parce que mes conditions de vie me seraient devenues insupportables. Vous pensez Une dernière question. Vous pensez que la loi actuelle ne le permet pas, ça, de partir parce que c'est avec la sédation profonde, prolongée. La sédation prolongée, est-ce que, bien sûr, il faut déclarer qu'on est favorable à cette sédation. Pourquoi prolonger la sédation ? Pourquoi ne pas dire à un moment donné, on arrête ? Voilà. Mais encore une fois, quand je vous dis ça, c'est mon sentiment, c'est ma conception personnelle. Merci de cette réflexion très intime, très forte.
de votre d'avoir accepté de vous livrer sur le plan personnel. Nous allons marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et on se retrouve dans un très court instant pour revenir sur la vie politique et celle de votre parti politique en particulier. À tout de suite. On se retrouve pour cette troisième partie de Face aux chrétiens, en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Et on a comme invité aujourd'hui Patrick Kanner, ancien ministre, président du groupe socialiste au Sénat. Et maintenant, nous allons parler justement de la gauche. Alors, Patrick Kanner, vous serez interrogé tout à l'heure par Corinne Laurent, mais j'ai tout de même une première question à vous poser. Les socialistes quittent le navire, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez encore au Parti socialiste? Et surtout, comment relever ce PS qui est vraiment... qui va pas bien? Je suis un dinosaure. Ah, vous êtes jeune? Et je le revendique. 43 ans de maison, comme on dit. 43 ans de maison. Et j'ai pas envie d'en changer. Voilà. Le Parti socialiste est ma famille. C'est une famille qui va mal aujourd'hui, qui perd effectivement quelques-uns de ses membres, mais... finalement, on voit la force de caractère quand on reste dans l'avion, même s'il y a de fortes turbulences. Et donc, j'ai envie de rester dans l'avion, pas de me cracher, je vous rassure, mais de considérer qu'il y a encore une place pour cette social-démocratie de gouvernement. Encore une fois, entre M. Macron et ce qu'il représente comme ligne politique, et l'extrême gauche de M. Mélenchon, parce que moi, je mets M. Mélenchon là où il doit être, c'est-à-dire à l'extrême gauche, et ce n'est pas pour moi une insulte. Beaucoup d'insoumis me disent « mais oui, mais on n'est pas à l'extrême gauche ». Ben si, vous êtes à l'extrême gauche, et ce n'est pas du tout une insulte, il y a toujours eu une extrême gauche dans notre pays. Donc le PS va pas bien, il a été encore plus mal il y a encore quelques mois. Nous sommes en train de redresser, de redevenir un peu plus pertinent. Nous sommes la troisième force parlementaire dans ce pays, aujourd'hui, avec les deux groupes au Sénat et à l'Assemblée. Nous avons encore une cinquantaine de milliers d'élus locaux. C'est très important pour préparer les échéances à venir. Nous avons encore des idées. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec notre projet de budget alternatif. Nous étions KO debout après la décision de François Hollande de ne pas retourner au combat présidentiel, et les 6,36% de mémoire de M. Benoît Hamon, qui n'est plus d'ailleurs socialiste, comme ne l'est plus M. Valls, et d'autres qui sont partis à En Marche. Oui, bien sûr qu'il y a une hémorragie. Oui, bien sûr que c'est dur de voir partir ses amis, y compris défendre des projets de loi comme celui de l'asile et l'immigration, qui est contraire, pour moi, à ma conception de l'accueil dans notre pays. Mais c'est parce que c'est dur que nous avons une responsabilité de reconstruction d'une gauche crédible de gouvernement. Une question de Corinne, pas une, plusieurs questions de Corinne Laurent de La Croix. Corinne. Une question simple, Patrick Kanner. Jean-Luc Mélenchon est-il toujours un républicain ? Il a commis un pas de côté majeur cette semaine. Moi, ces images m'ont terrifié. Des images de perquisition à la France insoumise. Pas de la perquisition, de la manière dont M. Mélenchon et ses proches ont réagi sans froid. Je crois qu'en politique, le sang-froid est une vraie valeur cardinale. J'imagine bien que ce n'est pas agréable d'être perquisitionné chez soi, dans les locaux politiques, etc. Mais la manière, la réaction de M. Mélenchon, les attaques verbales, pas physiques, quoique ce sera à la justice d'en décider, les attaques au moins verbales contre des forces de police, contre des magistrats, sont totalement surréalistes. C'est des images improbables que nous avons vues. On a vu beaucoup de politiques qui ont déjà été perquisitionnés. Mais on n'a jamais vu une telle violence s'exprimer, y compris sur les médias, et maintenant tout se sait par les médias, et d'ailleurs M. Mélenchon s'est lui-même selfié, entre guillemets, avec son téléphone portable. Donc ça montre, je crois, les limites de ce personnage extrêmement médiatique, très grand orateur, un dialecticien hors pair, mais qui peut-être a montré là qu'il n'avait pas la stature d'un chef d'État. Un chef de parti, sûrement,
mais pas un chef d'État. Est-ce que cela fera bouger les lignes à l'intérieur de la France insoumise? Je n'en sais rien, je n'y suis pas. Mais rien ne sera plus comme avant, après ces images. Et de même, il n'est plus fréquentable pour le reste des formations de la gauche, parce que parfois, il y a pu y avoir des motions de censure déposées en commun par les socialistes, les communistes et les insoumis. Il peut y avoir des accords ponctuels sur tel ou tel sujet d'actualité, mais en tout cas, moi, je ne courrai jamais après l'extrême gauche. Je suis un social-démocrate, assumé. Donc un homme de gauche, mais qui cherche les responsabilités locales, régionales et nationales, non pas pour moi-même, mais pour les amis que je représente ici sur votre plateau. Donc l'extrême gauche protestataire incantatoire et en l'occurrence violente, même si c'est un cas isolé, non, ce n'est pas ma culture, et donc je ne chercherai jamais d'accord avec France Insoumise sur du moyen long terme. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, France Insoumise non plus. Je considère que le Parti Socialiste peut être éventuellement un partenaire, mais supplétif. Je n'oublie pas les petites phrases de M. Mélenchon à notre égard, ou à l'égard de M. Hollande, rappelez-vous, le fameux pédalo. Donc je ne pactise pas avec des personnes qui considèrent que nous n'avons pas notre place sur l'échiquier politique français, que nous sommes même des sociotraîtres. Le mot n'a jamais été utilisé, mais je pense que dans la tête de certains, c'est bien ça qui est imaginé. Vous avez un petit peu évoqué la dévitalisation du Parti socialiste. Didier Guillaume, qui était votre prédécesseur à la tête du groupe sénatorial, vient d'entrer au gouvernement. Et de l'autre côté, Marie-Noëlle Lienemann, qui est une figure de l'aile gauche du PS, vient de quitter le groupe, le vôtre, ainsi que la vice-présidence du Sénat, pour rejoindre justement Jean-Luc Mélenchon. Bon, on voit que... Excusez-moi, je vous interromps, pas pour rejoindre M. Mélenchon, pour créer son propre parti qui deviendrait un sas pour rejoindre M. Mélenchon. Tout à fait. Pour être tout à fait il y aurait une première étape. Voilà. Une première étape. Elle pourrait piquer d'ailleurs au passage le nom des socialistes, parce qu'elle en a déposé la marque apparemment. Mais malgré tout, est-ce que l'espace que vous occupez, comment voulez-vous le faire remonter? Comment proposer une alternative qui soit audible? L'alternative, ça rime aussi un peu avec crédibilité. Je crois beaucoup à cette expression. Les Français commencent à comprendre que l'illusion du macronisme, on l'a évoqué au début de votre émission, ce ni droite ni gauche, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Beaucoup d'électeurs socialistes du premier tour de François Hollande en 2012, qui ont voté Emmanuel Macron au premier tour de 2017, on estime que la moitié de l'électorat qui a voté pour Emmanuel Macron en 2017, au premier tour, venait de l'électorat de François Hollande. Ces électeurs-là ne s'y retrouvent pas. Ils ne viennent pas encore nous revoir, clairement. Mais ils sont orphelins. Ils n'iront jamais chez Jean-Luc Mélenchon. Ils n'iront pas à l'extrême droite, ni à la droite qui court après l'extrême droite. Donc ils sont orphelins. Ces 10, 12, 15, 20% de Français sont là et ils doivent être reconquis par, bien sûr, des personnes. Et la question des leaderships, des incarnations se pose. François Hollande est aujourd'hui dans sa période de auto-réhabilitation. C'est important pour lui, c'est sûrement aussi une thérapie par rapport à cette terrible fin de quinquennat qu'il a connue, et il faut le respecter en ce sens. Bernard Cazeneuve est redevenu avocat. Ségolène Royal, pour reprendre les grands noms du socialisme, est aujourd'hui ambassadrice sur des questions d'environnement. Nous tenons la baraque, permettez-moi l'expression, avec Valérie Rabault dans les groupes. Olivier Faure est à la tête du Parti socialiste. Tout cela doit se rassembler. Qui? C'était la question de Corinne. Mais Qui? je voyais bien le piège. Non, c'est pas un piège, c'est une question. Je ne sais pas, M. Gerbeau. Je ne le sais pas, parce que ce n'est pas moment de savoir. On n'est pas à une échéance présidentielle à venir. Il y a des échéances qui arrivent, européennes, municipales, qui seront déterminantes pour cette reconstruction. Je pense que notre corpus idéologique doit être réinventé, réimaginé, revisité au minimum. Que la question du bilan du quinquennat peut être posée, mais n'en faisons pas 2 ans après
un élément majeur de cette reconstruction. Sachons d'abord nous souvenir des bonnes choses avant des mauvaises. Surtout, venons porter des messages. Tout à l'heure, nous avons parlé beaucoup des personnes âgées pour le budget, mais en direction de la jeunesse. Il n'y a plus de message en direction des jeunes aujourd'hui dans ce pays. Un nouveau ministre est arrivé, Gabriel Attal, ancien socialiste, qui va porter maintenant peut-être ces nouvelles idées. Je le souhaite parce que notre jeunesse ne doit pas être désespérée en se disant mais il n'y a rien pour nous sauf le fameux SNU, Service National Universel, qui est plutôt le bâton que la carotte, si vous me permettez, ce raccourci. Donc, on a un gros travail de reconstruction. Moi, j'y suis prêt. Comme un bon sportif, nous devons retrouver ce second souffle qui nous manque depuis maintenant 1 an. Je ne sais pas si nous l'obtiendrons. En tout cas, moi, je veux prendre ma part à cette reconstruction. Oui, vous parlez bien de cette difficulté à incarner l'alternative. Vous dites, bon, on a encore le temps, mais pour les élections européennes, il n'y a pas beaucoup de temps. D'ici le mois prochain, il faudra savoir qui va être le chef de file des socialistes. Et vous pensez qui est dans la meilleure position pour tirer la liste socialiste ? Moi, je sais que ça ne lui plaît pas toujours quand je l'évoque, mais moi j'ai toujours considéré que le meilleur d'entre nous pour tirer cette liste européenne, c'est Bernard Cazeneuve. Mais je ne vais pas vous faire languir, pour l'instant, il n'y a pas de réponse de sa part. Plutôt une réponse négative de sa part, mais nous sommes encore à quelques mois de l'échéance. Avoir une bonne liste, avoir un bon projet politique, qui ne peut pas être d'ailleurs que dans une logique d'un côté les populistes et de l'autre les progressistes. C'est ce que voudrait d'ailleurs Emmanuel Macron. Choisissez entre ces deux lignes. Non, il y a une ligne intermédiaire. C'est la ligne d'une construction d'une Europe sociale. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons porter cette ligne face, malheureusement, au développement des nationalismes. Mais c'est vrai, et vous avez raison, c'est une liste nationale, à la différence des échéances précédentes. Emmanuel Macron a voulu nationaliser le débat, et d'ailleurs en pensant que son score serait majeur. Mais attention, parce qu'on voit bien les sondages, je ne suis pas certain que ce choix de nationaliser le débat lui soit favorable. Et par contre, je crains qu'il soit favorable à l'extrême droite dans notre pays. Ce serait donc une totale catastrophe. Donc nous avons, les partis républicains, nous avons une responsabilité historique à ne pas considérer ces échéances électorales européennes comme étant quelque chose de non important parce que ça ne touche pas à la vie politique nationale. Au contraire, c'est une première étape importante dans le quinquennat de M. Macron. C'est une étape de test vis-à-vis de l'opinion publique. Et à l'échelle européenne, vous avez établi un premier jet d'un programme européen. Vous retrouvez-vous avec l'ensemble des socialistes européens? Pourrez-vous vous mettre d'accord sur la construction d'un nouveau modèle économique, l'écologie? Qui portera au niveau européen vos idées, à vous, Français? Ce n'est pas encore acquis, je vous le concède. Nous avons, nous, bâti notre projet politique. Qui est un projet non pas de rupture, mais qui est un projet de réaffirmation de notre image de ce que nous voulons de l'Europe. Cette Europe qui est considérée technocratique, éloignée des citoyens, ça c'est des évocations bien classiques dans la terminologie des politiques, et qui est considérée surtout comme non réparatrice par les citoyens les plus en difficulté. Et je crois que notre message politique, c'est de dire il faut que l'Europe puisse se saisir des questions sociales beaucoup plus qu'elle ne le fait et que par ses investissements, elle permette le développement économique. Est-ce qu'une Europe à 28, 27 bientôt, à la fin du mois de mars 2019, est crédible dans ce sens? J'ai toujours été partagé entre l'élargissement et l'approfondissement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'approfondissement qui permettra de sauver l'Europe et donc de faire qu'il y a un nouveau noyau dur, une sorte de noyau central pour recréer les conditions d'un développement européen qui s'oppose. L'Europe est en danger. Qu'est-ce que vous appelez approfondissement? C'est quoi? C'est, par exemple, d'avoir ce qui est tout à fait impopulaire sûrement, mais un impôt européen. C'est-à-dire que l'Europe puisse avoir les moyens de se développer. Ce n'est pas dans notre projet politique, mais moi je vais jusque-là. J'étais prof de droit européen dans un passé pas si lointain que cela. J'ai toujours considéré que l'Europe aujourd'hui était au milieu du gué, entre une confédération et une fédération.
rappelez-vous cette phrase de François Mitterrand, la France est notre histoire, mais l'Europe est notre avenir. Eh bien, j'aimerais que nous ayons en tête cette phrase pour construire les conditions de cet avenir qui ne peut pas être que national face à un Donald Trump, face à la Chine, face à l'Inde qui émerge. Aujourd'hui, l'Europe va mal. Et nous avons sûrement voulu attirer vers nous, avec la fin de l'URSS, nos amis de l'Est, mais on s'aperçoit que peut-être que les choses ont été trop vite, en tout cas moins maîtrisées qu'elles n'auraient dû l'être à l'époque. Corinne, dernière question. Oui, toute dernière. Vous êtes du Nord, vous avez été marqué par la personnalité de Pierre Mauroy. La maire de Lille, Martine Aubry, avait dit qu'elle ferait 3 mandats et puis s'arrêterait, mais apparemment elle songe à un 4e mandat. Et vous, êtes-vous intéressé par la mairie de Lille? Je suis élu lillois, sénateur du Nord, donc de Lille, conseiller départemental. Je suis né dans cette ville. J'y mourrai certainement, plus tard possible. Il faut reprendre le thème de tout à l'heure. Voilà. Lille, c'est moi qui suis un fils d'immigré, vous l'avez évoqué, mais Lille, c'est ma ville. Et je sais que quoi qu'il arrive, j'y resterai. Naturellement, une élection municipale est un enjeu majeur. Le maire de Lille, aujourd'hui, a un bilan et il faut savoir se rassembler autour de ce bilan, par définition. La question, c'est quel nouveau projet pour la ville? Je souhaite y participer. À quelle place? Je n'en sais rien à ce stade. Je souhaite en discuter avec le maire. Ce n'est pas évident à un moment où je vous en parle. Je suis socialiste, je souhaite être respecté comme élu socialiste de cette ville par le maire socialiste de cette ville et réciproquement, naturellement. Donc, créons les conditions de ce dialogue et chacun trouvera la place qu'il doit occuper dans cette échéance majeure des élections municipales. Je suis dans un esprit extrêmement constructif. Je vois bien les dangers qui pèsent sur le beffroi de Lille. Vous avez rappelé ma proximité historique et philosophique avec Pierre Mauroy. Je dis bien philosophique parce que nous avions la même conception de la société en la matière et aussi de la place de l'homme dans cette société. Je souhaite pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Eh bien, merci. Merci, Patrick Kanner, de ces confidences. On voit que vous êtes loyal aussi avec le maire. Vous dites toujours Madame le maire de Lille. C'est ce qu'elle souhaite. C'est ce qu'elle souhaite. C'est ce qu'elle souhaite. Et c'est donc la fin de ce Face aux chrétiens avec vous, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant cette heure avec nos 3 journalistes, Corinne Laurent de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazneau de RCF. La semaine prochaine, nous nous retrouvons bien évidemment ici avec Madame Cluzel. Et d'ici là, si vous voulez retrouver cette émission que vous avez peut-être pris en cours, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de KTO et de RCF. À la semaine prochaine.